bien dans son job. Et on accueille aujourd'hui Valérie Rocoplan. Bonjour Valérie. Bonjour. Fondatrice et dirigeante de Talentis. Alors on va en parler évidemment de votre entreprise et de votre parcours qui vous a amené à créer cette entreprise. Et puis auteur de Oser être la chef. Alors un chef féminisé, on le voit sur la couverture, édition Alizio, pour les femmes qui veulent assumer leurs ambitions professionnelles, qui est une nouvelle édition revue et augmentée. On est ravis de vous accueillir. On va parler coaching, on va parler un petit peu de votre livre. C'est important. Oser être la chef, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est vous libérer les femmes, c'est du mentoring pour leur dire vous pouvez le faire. Oui, c'est un peu ça. C'est un bouquin qui est constitué de beaucoup de conseils pratiques et aussi pour mettre en lumière tout ce qui peut nous empêcher parfois par manque de modèle ou par manque de réflexion un peu stratégique sur sa carrière. Qu'est-ce qui peut me donner envie d'y aller? Et si j'ai envie d'y aller, par quels obstacles je peux éventuellement passer et comment je peux m'en libérer? Les choses ont évolué. Enfin, on va Oui. parler de votre histoire professionnelle et votre histoire dans Talentis, la création. Enfin, les choses ont quand même pas mal avancé. Oui, oui. La place des femmes dans l'entreprise avance quand même. Oui et non. Par exemple, il y a 15 ans, quand j'ai écrit la première édition d'Oser être la chef, il y avait 30% de salariés qui étaient managers. Aujourd'hui, on est à 35%. C'est lent. C'est très lent. Il y avait 15% de femmes salariées qui étaient dirigeantes, on est à 20%. Donc on peut se dire, oui, ça avance dans les mentalités, mais dans les chiffres, pas tant que ça. Concrètement, qu'est-ce qui bloque? On parle du plafond de verre, donc c'est une sorte d'autocensure. Puis il y a la réalité quotidienne des femmes, Oui, oui. c'est la charge mentale, le quotidien. Il y a deux choses qui bloquent. Il y a la culture des organisations et des entreprises. Les process RH, la façon dont on recrute, dont on mentor, il y a énormément de facteurs culturels de l'entreprise qui fait que l'entreprise n'est pas inclusive. Et il y a aussi le fait que cette entreprise est difficilement inclusive, le fait que parfois les femmes se disent, bon, moi je vais aller dans des territoires où il y a beaucoup de femmes, et dans les territoires techniques, scientifiques, ingénierie, pas pour moi. Il n'y en a pas assez, donc autant me sentir plus inclus. Donc ça génère de l'autocensure, mais j'aime pas quand on dit, c'est qu'un problème d'autocensure. Non. Non, il y a vraiment les deux. Donc vous dites même aujourd'hui, en 2022, il y a finalement une organisation, un système qui est bloquant pour les femmes. Ouais, enfin bloquant. Il y a des entreprises qui sont super inclusives. On peut citer L'Oréal, on peut citer LVMH, on peut citer Danone, on peut citer Sodexo. Qui sont des très grands groupes. Elles ont fait un boulot remarquable pour inclure tout le monde, tous les talents. Mais il y a des entreprises encore dans lesquelles le style de leadership, de management, le style de recrutement est très très favorable aux personnes de sexe masculin. Parlons de vous un instant, Valérie Rocoplan, parce que vous évoquiez LVMH. Dans votre parcours professionnel, c'est le luxe qui est votre fil rouge. LVMH, et puis ensuite Essilor, mais pour les lunettes de luxe. Est-ce que vous l'avez, vous, en tant que cadre, traversé, vécu, ce que vous décrivez finalement? C'est une bonne question. J'étais membre d'un comité de direction à 28 ans et j'ai créé ma boîte, j'avais 35 ans. Et je me suis rendu compte du sujet qu'à 42 ans, donc, j'étais complètement aveugle en fait. Pour moi, les femmes n'étaient pas là, mais c'est parce que j'étais peut-être la meilleure qu'elles, ou peut-être que c'était elles qui ne voulaient pas. J'étais complètement aveugle sur le sujet. Et c'est à 42 ans, HEC qui est venu me voir en disant « Fais-moi une conférence sur l'assertivité au féminin ». J'ai dit « Mais c'est quoi ce sujet ?» Et je suis plongée dans le sujet. J'ai regardé les datas, j'ai regardé les chiffres. J'ai dit « Mais c'est quoi cette histoire ?» Et de là est venue mon envie d'accompagner tous les talents. J'accompagnais déjà les femmes, les hommes, les équipes, mais d'avoir une particularité d'accompagnement des talents féminins, parce que je me suis dit, mais waouh, il y a beaucoup de boulot à faire. Mais sans regret, enfin, c'est pas de la psychanalyse non plus, mais sans regret de quitter les grands groupes, le luxe, le confort d'une entreprise. Oui, mais il y avait plein de gens autour de moi, mes amis, ma famille, mon ancien boss qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire, coach? C'est un boulot à l'époque, de gens qui ratent leur carrière. J'ai dit, écoute, sans doute, mais j'imagine que je peux créer une entreprise qui aura un poids, qui pourra travailler avec des grands groupes. Donc, en fait, nous, on ne travaille qu'avec des grands groupes, donc je suis avec eux au quotidien et ça me plaît bien. Et vous en connaissez la culture, par ailleurs. Exactement, c'est pour ça d'ailleurs que ça marche. Oui, c'est très important d'avoir évidemment la connaissance des organisations. Comment on accompagne un homme et une femme? Et à quel moment, parce qu'il faut être volontaire évidemment, vos clients vous disent « j'ai besoin de vous ». Oui. Déjà, nous, on est une équipe, on est 150 coachs dans 25 pays. Ils viennent nous chercher à des moments critiques de la carrière des personnes. Quand il s'agit de coaching individuel, par exemple, la prise de fonction dans un comité de direction, ou par exemple, le moment où vous passez d'expert à leader, où on cherche plus forcément votre expertise, mais votre capacité à engager les gens. Ça, c'est un premier truc. Il y a un gap. Ouais.
Et on vient vous chercher aussi pour les équipes, c'est-à-dire comment une équipe décide mieux ensemble, coopère mieux ensemble. Voilà. Et évidemment, il y a une multitude de sujets. Par exemple, traverser la crise, ça a été vraiment notre sujet depuis 2 ans. Comment je gère mon énergie, mon stress, comment j'arrive à engager des gens alors que c'est dur, c'est compliqué. Donc on est formé, c'est un métier où on se forme. On se forme. Précisons, donc quand vous quittez le monde de l'entreprise, du luxe, on vous dit n'y va pas et vous vous formez. Vous êtes d'abord coach, oui. avant d'en avoir 150 autour de vous et que vous Donc, vous la dirigez. première étape, c'est je me dis je vais rentrer salarié dans une petite société. Je rentre, je me forme. Une autre société, je rentre, je me forme et puis je me dis mais est-ce qu'il y a une société un peu professionnelle qui sait travailler avec des grands groupes? J'en ai pas trouvé, donc je l'ai créée. On a créé Talentis et le nom a été proposé par un de mes clients, David Arnera, j'ose le citer, de L'Oréal, qui me dit, tu sais, Talentis, c'est un beau nom. Et donc, merci David, c'est un beau nom. Vous êtes allé sur Internet pour vérifier qu'il n'existait pas. Il n'existait pas. Et oui, parce que c'est un débat juridique, ça aurait été embêtant qu'il existe. Concrètement, le coaching aujourd'hui, autant il y a 15 ans, quand vous démarrez le coaching, on en parle peu. Aujourd'hui, il n'y a pas sur LinkedIn, je pense à ce réseau, pas une journée où il n'y a pas un coach qui propose ses services. Il y en a partout. Ils font florès. Je mets des guillemets, mais il y a un peu du boire et du manger quand même. C'est une catastrophe. On a 98% de coachs aujourd'hui en France qui sont des indépendants. Et il n'y en a que 10% qui en vivent vraiment. Il y en a 90% qui en vivent mal, qui sont mal formés, qui sont pas. Donc nous, on appelle ça déjà executive coach ou coach professionnel. Et on oblige les gens à s'être formés au moins 30 jours, plus 5 jours par an, avoir une batterie de qualifications qu'on certifie pour nos clients, ce qui fait aussi la différence. C'est-à-dire que vous avez raison, il y a à boire et à manger. Dans le monde, puisque vous rayonnez dans le monde à travers tous vos experts, enfin vos formateurs experts, vos coachs experts, on voit des différences ou est-ce qu'il y a une mondialisation de l'angoisse? C'est-à-dire que globalement, dans tous les pays riches... Notre métier s'est structuré grâce à l'ICF, International Coach Federation, ou le MCC, ou Syntec Coaching, j'en suis la présidente, coprésidente. On structure le métier, il y a des habilitations, des certifications, des accréditations, donc le client peut quand même faire attention. Et dans le monde entier, ça se passe de la même manière, c'est-à-dire professionnaliser le métier de manière accélérée. Je le repose du côté client. C'est un peu, vous savez, comme le Nutella qu'on adapte en fonction des goûts de chaque pays. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des différences, j'allais dire, entre l'Allemagne, entre les États-Unis? Est-ce que les demandes clients sont différentes parce que les structures ne sont pas les mêmes, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes? Oui, les demandes ne sont pas réellement différentes, mais ce qui est différent, c'est les cultures managériales. Eh oui. Les cultures en Asie, et les cultures en Russie, les cultures aux USA. Et donc, on s'assure qu'on ait des coachs locaux de telle manière à vraiment comprendre la culture de l'entreprise dans son contexte environnemental et dans son contexte sociétal. Et c'est sûr que quand nous, on expliquait aux Japonais ce que c'était que le leadership... Vous prenez l'exemple des Japonais, c'est très compliqué là. Ils nous regardaient avec des grands yeux et donc on a pris des coachs japonais parce qu'on s'est aperçu qu'on... Oui, parce qu'il faut quand même le dire, chez les Japonais, il y a la distance, il y a la manière dont on se présente, il y a le rapport à l'autorité. Le rapport aux femmes aussi, rapport aux femmes. Qui est particulier. Ils me demandaient si j'étais la secrétaire. C'est ça, non mais il faut préciser qu'il y a... Bon, après, choisissez le Japon qui est vraiment le pays le plus étrange qui puisse être en matière de management. Où va, excusez-moi de poser cette question avant de se quitter, mais où va le monde de l'entreprise? Il y a une sorte de grand flou là, dans le sentiment qu'il y a des coachs qui développent le bonheur et le bien-être, et puis il y en a d'autres qui disent, mais attendez, non, une entreprise, d'abord, elle crée de la valeur, elle crée de la richesse, et elle peut éventuellement créer les conditions du bien-être. Est-ce que c'est votre ligne? La ligne, c'est que le rôle de l'entreprise, c'est d'être à la fois dans la performance et la sérénité, et donc de produire les meilleures conditions pour que les salariés se sentent à l'aise et aient envie de bosser. Je ne pense pas que la vocation de l'entreprise soit de créer le bonheur des gens. C'est notre responsabilité. C'est un débat quand même qui traverse la société. C'est notre responsabilité individuelle. Mais où va l'entreprise? Très bonne question. Je pense qu'elle va vers un schéma où il y aura de plus en plus de freelances qui vont donner leur temps contractuellement à une entreprise et qu'on aura beaucoup plus de co-responsabilité et beaucoup moins de personnes qui disent que tout vient de l'entreprise, etc. Et beaucoup plus de win-win. Je te donne mon temps, tu me donnes un contrat et je trouve ça plutôt sain. Oui, qui contourne et qui transforme la relation, plus de rapport de subordination. Relation paritaire. Plus de lien au manager qui peut parfois être une souffrance. Leader, pas manager.
Est-ce que je te donne envie de bosser? Est-ce que je te donne envie de bosser mieux? Mais te manager, te contrôler, etc., ça se fera par les résultats, mais pas... Donc vous nous dites que ce n'est pas la fin du travail, comme certains l'avaient Non, prophétisé, mais c'est la fin du travail salarié, du rapport de subordination dans une structure de contrat. Je pense qu'il restera toujours du salarié, mais là où vous avez raison, c'est la fin de la subordination pour aller vers des contrats paritaires. Hein, et il y aura à peu près apparemment 30 à 40% de freelance dans 10-15 ans. Ce qui est intéressant parce que ce qui va nous obliger à manager des salariés, des freelances, tout ça dans une notion de c'est agréable de bosser ensemble et on produit de la performance. Mais en même temps, je suis libre, si je le souhaite, Exactement. de partir quand je le souhaite. Oui. Qui donne mais une t'es pas liberté libre totale. d'être mauvais. Mais par contre, il faut être t'es bon. obligé d'être bon. Oui, mais ça c'est évident. Merci Valérie Rocoplan de nous avoir éclairé. Je rappelle votre livre Oser être la chef. Alors vous l'avez féminisé, c'est ça le titre, hein, c'est une petite On m'a anecdote. expliqué que sinon c'était mal perçu. Moi j'aimais bien le petit clin d'œil. Bah oui, le jeu de mots entre la et chef, Voilà. sans deux Mais FE. bon. C'est ce titre. Il faut avancer avec son temps. Exactement, pour les femmes qui veulent assumer leurs ambitions professionnelles, j'allais dire personnelles, mais c'est parfois lié en fait votre travail. Édition Alizio, merci de nous avoir rendu visite à la tête du groupe, de l'entreprise Talentis. La suite de notre programme, c'est la pause café. Il y a des pauses café chez Talentis, j'en suis sûr, et c'est Caroline Ricross qui nous rejoint.